Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jusqu'où ira Emmanuel Macron avec son projet de labellisation des médias? Depuis son annonce la semaine dernière, le chef de l'État est sous le feu des critiques de personnalités politiques, mais aussi médiatiques, notamment Pascal Praud sur Europe 1, CNews dans le JDD, qui dénonce la tentation autoritaire du président. Christophe Bordet, l'Élysée, a répondu hier soir dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Oui, et dès le début, le ton est donné. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Reprise par l'Élysée sur une musique lancinante de l'édito de Pascal Praud. Puis cette image à la une du JDD, c'était dimanche dernier, Emmanuel Macron avec ce titre, vers un contrôle de l'information. Tel un clip, les séquences s'enchaînent, un tweet de Bruno Retailleau, un autre de Jordan Bardella, une séquence de Philippe de Villiers, une interview contre cette labellisation de l'information signée David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Le tout barré d'un mot, un seul, incrusté par les équipes de l'Élysée, des informations, une vidéo payée avec l'argent public pour s'attaquer à des médias privés du jamais vu, David Lisnard, hier soir sur Europe 1. Si la présidence de la République voulait se caricaturer en ministère de la Vérité, elle ne s'y prendrait pas autrement que par ce tweet qu'elle a sorti. Je dirais que c'est le premier communiqué du ministère de la Vérité. La toile s'emballe, les réactions se font vives. Éric Ciotti écrit officiellement au président de la République pour lui demander de renoncer à son projet de label de l'information. Un label qui serait vite noyauté par la CGT, écrit l'essayiste et romancier Clément Veil-Rénal sur X. Moins vous interviendrez dans l'information, mieux la démocratie se portera, écrit encore Arnaud Benedetti, journaliste et président du comité de soutien de Boilem-Sansal. Et David Lisnard, le maire de Cannes, de rappeler qu'il y a déjà une loi pour encadrer l'information et la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est encadrée par la loi de 1881, qui est une bonne loi. Mais là, ce ne serait pas ça. Là, on ne pourrait dire tout ce qui est labellisé. Donc, en fait, il y aurait un préalable administratif à la doxa, à la bonne parole. C'est extrêmement grave sur le principe. Un projet de label que le président de la République voudrait a priori mettre entre les mains de Reporters sans frontières. RSF désavoué la semaine dernière par l'Arcom à l'occasion de l'émission Complément d'enquête sur France 2 qui tentait de mettre en doute le pluralisme sur CNews. Christophe Bordet. Si je vous dis marché de Noël, vous pensez à cette jolie musique, le vin chaud, les sucreries, les soupes à l'oignon. Oui, tout ce que nos traditions de fin d'année font de plus gourmand et chaleureux. Mais cette année, de plus en plus de stands adaptent ces recettes d'antan au culte musulman. Un choc des cultures et des religions qu'on constate par exemple dans les 350 chalets du marché de Noël de la Défense en région parisienne et qui suscite la controverse. Reportage Cyril de la Morinerie. Sous les tours de la Défense, l'immense marché de Noël est en train de perdre son âme. Plusieurs chalets servent une cuisine éloignée des recettes traditionnelles. Devant sa demi-meule de fromage fondant, Alia, commerçante, vend une raclette halal. Notre raclette, elle est accompagnée de charcuterie, mais on a effectivement de la viande halal. D'ailleurs, c'est beaucoup demandé. Mais pour Nadine et Christiane, qui sont très attachées aux traditions, pas question de déguster ces produits. Le fromage halal, j'arrive pas à comprendre. C'est une fête chrétienne, Noël, et puis je vois pas ce que le halal vient faire sur un marché de Noël. Je vais être honnête avec vous, faut dire stop, faut arrêter tout ce cinéma. Oui, voilà, non mais c'est aberrant. Nous sommes en France. Ne plus dire les vacances de Noël, mais les vacances de fin d'année, faut arrêter avec tout ça. Il y a un moment, faut dire stop. Un peu plus loin, il est possible de manger un aligot avec une saucisse halal pour 14 €. Valérie, qui tient un stand de crêpes juste à côté, est très en colère. On n'a rien à foutre là. Ils veulent pas déjà qu'on ait notre Noël, alors je vois pas pourquoi il y aurait des produits halal. Ils nous cassent les pieds pour nous retirer les crèches et tout ce qui va pour Noël. Et il faut qu'on mette leurs produits halal sur le marché. C'est comme ça maintenant, on subit. Ce marché de Noël à la Défense rompt avec 7 siècles d'héritage et de tradition. Cyril de la Morinerie. Le budget de l'État dans le viseur des syndicats appelle à la grève aujourd'hui en marge des débats parlementaires. 150 rassemblements prévus. Les autorités attendent entre 5 000 et 10 000 manifestants alors que le projet de loi de finances de la Sécurité sociale revient cet après-midi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale dans une ambiance qui s'annonce tendue avec notamment la question de la suspension de la réforme des retraites rejetée par le Sénat. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. L'actualité internationale, l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu à Moscou aujourd'hui pour tenter de trouver un accord de paix en Ukraine. Washington s'est dit hier très optimiste. Emmanuel Macron a pour sa part réaffirmé son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était en visite à Paris, soulignant la mobilisation des Européens pour obtenir une paix juste et durable. L'Europe qui refuse d'être mise au banc des négociations, comme l'a expliqué le chef de l'État hier.
Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Emmanuel Macron hier lors de la visite du président ukrainien à Paris. L'actualité internationale également au Liban. Plus de 120 000 personnes attendues à une messe en plein air présidée par Léon XIV. Moment fort de la visite du souverain pontife à Beyrouth, où le pape a été accueilli avec ferveur et a délivré un message de paix et d'unité. Et puis il va falloir peut-être faire le tour des pâtés de maison pour se garer. Partout en France, des milliers de places de stationnement vont être supprimées. Application de la loi orientation des mobilités qui interdit qu'une voiture se gare à moins de 5 mètres d'un passage piéton. C'est une question de sécurité pour ceux qui sont à pied, mais qui coûte cher aux mairies. Reportage en Picardie à Saint-Quentin du correspondant d'Europe 1 Maximilien Carlier. Appareil de traçage et pistolet à peinture, marquage au sol des passages piétons et en amont, à moins de 5 mètres, plus de voitures. Conséquence de cette loi votée en 2019 qui réglemente la distance entre les passages piétons et les places de stationnement. Du bon sens pour les habitants. Ce sera moins dangereux déjà pour les piétons. On aura plus de visibilité envers les gens. Mais une aberration pour certains commerçants et automobilistes. C'est un peu stupide, mais je vous dis, c'est surtout pour diminuer les places de stationnement. Le commerce, il en subit un peu les conséquences de tout ça. 700 places de stationnement seront supprimées, travaux d'aménagement, mobilier urbain à repenser, facture pour la municipalité, 2,3 millions d'euros. Thomas Dudebout, adjoint au maire à Saint-Quentin. C'est énorme. Il faut que dans chacune des rues, on prévoit les traversées piétonnes, les trottoirs, les passages pour les mobilités douces et il faut encore qu'il y ait de la circulation qui s'opère. Et là-dessus, on est largement démunis et il y a une véritable déconnexion entre ce que la loi nous propose et la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Et tout cela dans un contexte de coupe budgétaire, insiste la maire Frédéric Macaré. Une remise aux normes, passage piéton et place de stationnement qui reportera certains projets prévus par la municipalité. À Saint-Quentin, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis Les Misérables, Notre-Dame de Paris, le dernier jour d'un condamné. Vous connaissez les classiques de Victor Hugo, mais peut-être moins sa passion pour la décoration d'intérieur. Une maison petite avec des fleurs, un peu de solitude, un peu de silence, un ciel bleu, voilà ce qu'il écrivait dans les Contemplations. La maison, c'est un univers privilégié du poète dont on peut redécouvrir les talents décoratifs en ce moment dans une étonnante exposition, Sébastien Bordenave. Hugo était un collectionneur compulsif d'objets curieux et précieux chinés pour refléter son esprit bouillonnant. L'exposition Hugo Décorateur réussit avec densité à recréer avec des photos, mais aussi de vrais meubles, les décors passés des maisons de l'écrivain. Serial déménageur en mai 1856, Hugo devient pour la première fois propriétaire à Guernesey, la Hauteville House. C'est là qu'il écrira entre autres Les Misérables. L'auteur mélange alors chinoiserie et objets gothiques, lit à baldaquin style Louis XIII, verre vénitien et coffre de carrosse, fait graver au-dessus de ses portes des citations, exemple « Bon roi, roi qui s'en va », dessine lui-même les plans de sa cheminée et se fait une salle de billard mais la ferme avec un cadenas dont lui seul possède la clé. 1870, Hugo est de retour à Paris, rue de Clichy, puis avenue d'Eylau, rebaptisée avenue Victor Hugo de son vivant. C'est là qu'il va décorer une dernière fois son intérieur avec passion. Quand on lui demandait l'adresse de son hôtel particulier, il répondait alors fièrement « Victor Hugo en son avenue, Paris ». Sébastien Bordenave, un mot de sport, oui c'est très élégant. Un mot de sport, le mondial féminin de handball, ça aussi c'est chic. France-Pologne ce soir 21h, dernier match du tour préliminaire pour les Bleus, déjà qualifiés pour le tour principal. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.